À l'anniversaire de mon frère, ma mère m'a giflé pour avoir refusé de lui donner mon pantouse. Ils ont dit qu'il avait besoin de se sentir comme un homme. J'ai juste souri parce que c'était la dernière fois qu'il me verrait. Je suis Émilie, 33 ans, et je vis actuellement à Lyon, Rhône-Alpes. Chaque fois que quelqu'un me demande pourquoi je suis si indépendante au point de prendre mes distances avec ma famille, je souris et change de sujet. Non pas parce que je ne veux pas en parler, mais parce que je sais que s'ils n'ont jamais vécu dans un foyer où un enfant était adoré comme un dieu et l'autre traité comme une ombre, ils ne comprendraient pas. J'étais l'ombre. Mon frère Antoine a 4 ans de plus que moi. Il était le premier-né, la fierté et la joie de nos parents, Isabelle et Philippe. Pour eux, Antoine était tout, l'avenir de la famille, l'héritier, le surdoué, peu importe ce qu'il faisait. Nous avons grandi dans une maison à 2 étages en banlieue près de Grenoble, 3 petites chambres, un petit jardin clôturé de bois blanc et une vieille balançoire sur laquelle je n'avais jamais le droit de m'asseoir trop longtemps car c'était la place d'Antoine. Mon père était électricien, ma mère travaillait à temps partiel comme bibliothécaire, et tout leur monde tournait autour de leur fils unique. Je me souviens quand Antoine a brisé la fenêtre de nos voisins en jouant au football à l'intérieur, même si nos parents lui avaient dit de ne pas le faire. Quand le voisin en colère a appelé, ma mère a juste ri. Les garçons seront toujours des garçons, a-t-elle dit. Il est juste un peu énergique. Mais moi, j'ai cassé une assiette en faisant la vaisselle à 9 ans, et mon père m'a traîné dans le salon et m'a crié, « Émilie, tu dois être plus prudente, ne cause pas plus de problèmes. » En CM2, j'ai remporté la première place d'un concours d'écriture régionale. C'était une histoire sur la façon de faire des cookies avec mamie. Je me suis précipité à la maison, les mains tremblantes d'excitation, tenant le certificat. Ma mère y a jeté un coup d'œil et a dit, « C'est bien. Maintenant, va nettoyer ta chambre, le docteur Dubois arrive bientôt. » Ce même jour, Antoine a reçu 20 € pour s'acheter un nouveau jeu vidéo parce qu'il avait réussi son examen de biologie avec juste la moyenne. Je ne plaisante pas. Pendant longtemps, j'ai cru que si j'essayais plus fort, étudiais plus, me comportais mieux, ma mère me regarderait de la même façon qu'elle regardait Antoine, mais ce regard ne m'a jamais appartenu. J'étais celle qui débarrassait les assiettes, faisait du babysitting, se tenait derrière la caméra pendant les photos de Noël. Que je porte une jolie robe ou un vieux pyjama, j'étais toujours la petite sœur d'Antoine, jamais juste Émilie. Antoine pouvait sécher les cours, faire la grasse matinée, même être suspendu pendant 3 jours après une bagarre, et maman lui cuisinerait quand même un dîner spécial pour qu'il puisse reprendre des forces. Si j'attrapais de la fièvre et restais au lit, je devais me préparer des nouilles instantanées si je ne voulais pas avoir faim. J'ai entendu une fois mon père dire à un voisin, « Antoine a juste besoin du bon mentor, il a un vrai potentiel. » Quant à moi, je ne l'ai jamais entendu dire une seule fois que j'étais capable de quoi que ce soit. Quand j'ai obtenu une bourse complète pour l'université de Lyon, la seule réaction de ma mère a été « Es-tu sûr que c'est bien d'être si loin de la maison ? Antoine a besoin de soutien scolaire. » Vous savez, le jour où je suis parti à l'université, personne ne m'a dit au revoir. Pas de câlin, pas d'adieu en larmes. J'ai roulé ma valise jusqu'à la gare routière à 6 heures du matin, juste au moment où le ciel commençait à s'éclaircir. Antoine dormait encore, ma mère se disputait avec mon père à propos de la facture d'électricité, et je me suis dit doucement, cette fois, je ne regarderai pas en arrière. J'ai commencé l'université avec 400 € sur mon compte, une valise de vêtements et un vieil ordinateur portable donné par mon professeur de mathématiques du lycée grâce à un programme pour étudiants défavorisés. Le dortoir était exigu, les dîners étaient des nouilles en conserve et des bananes en promotion, mais je n'avais jamais goûté une liberté si douce. J'ai choisi l'université de Lyon, à plus de 3 heures de la maison. Personne de ma famille n'est venu avec moi. J'ai pris le bus, puis j'ai traîné ma valise sous la pluie brumeuse de l'automne depuis la gare jusqu'aux portes du campus. Quand j'ai envoyé un message à ma mère pour lui dire que j'étais arrivé, sa seule réponse a été « Prends soin de toi ». Antoine n'a pas répondu. Il était occupé à planifier un semestre de congé pour se reconnecter avec son énergie créative. Je travaillais dans un café près du campus de 5 à 9 heures tous les matins avant les cours. Le week-end, je nettoyais des salles de conférence et la bibliothèque pour des heures supplémentaires. Parfois, je corrigeais des dissertations pour des étudiants étrangers, 10 € par devoir. La nuit, j'étudiais dans la salle de lecture, réglant un réveil pour arriver à l'équipe de nuit du laboratoire informatique. Pendant ce temps, Antoine publiait sur Instagram des photos des pistes de ski des sommets blancs, avec la légende « L'échec n'existe pas, ce ne sont que des tremplins pour la croissance artistique ».
il était entièrement financé par mes parents pour fréquenter l'école supérieure d'art numérique à Paris, après avoir abandonné sa première université au bout de seulement 4 mois parce que le programme manquait de créativité. Quand j'ai demandé à ma mère, où avez-vous trouvé l'argent pour une école privée pour lui, elle a répondu sèchement, mon fils a besoin du bon environnement. Toi, tu as eu une bourse, n'est-ce pas? 3 ans plus tard, Antoine était de nouveau à la maison. Sa deuxième école s'était terminée aussi brusquement qu'une fête qu'il n'aimait pas. Puis vint la troisième, un institut des beaux-arts de la Cité des Papes. Il y est resté 2 semestres. Cette fois, l'excuse était, l'air du sud de la France est trop sec, ça étouffe la créativité. J'ai continué à aller de l'avant. Ma majeure était l'informatique, mais j'ai suivi des cours supplémentaires en mathématiques appliquées et en commerce pour élargir mes options. Chaque euro que je gagnais était suivi dans une feuille Excel, chaque dépense scrutée au centime près. Je ne pouvais pas me permettre de rentrer à la maison pour Thanksgiving ma deuxième année. J'ai pris des heures supplémentaires pendant les fêtes dans un magasin d'électronique. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste de développeur logiciel chez Innovatech, une entreprise technologique en pleine croissance à Grenoble. J'ai déménagé en région Rhône-Alpes dans une Honda d'occasion que j'ai achetée pour 1 200 € et j'ai loué un minuscule studio donnant sur un parking. Je préparais toujours mon déjeuner tous les jours, réutilisais de vieux stylos et n'ai jamais envisagé de vacances. Antoine vivait toujours avec nos parents à près de 30 ans, s'essayant à la revente de baskets en édition limitée. Il a arrêté après 2 mois parce que les clients se plaignent trop. Quand j'ai appelé à la maison pour dire que j'avais eu une augmentation 6 mois après mon embauche, ma mère a soupiré, Antoine est très stressé en ce moment. Peut-être n'évoque pas l'argent. J'ai souri faiblement et j'ai raccroché. Puis je me suis plongé dans des cours en ligne de JavaScript et Python pour améliorer mes chances de promotion. À 30 ans, je suis devenu chef d'équipe technique. Le salaire était suffisant pour que je puisse acheter un appartement de 2 chambres dans le centre-ville de Grenoble, un rêve que je pensais autrefois inaccessible. J'ai invité quelques collègues proches à dîner pour fêter ça. L'une d'elles, Claire, une développeuse senior des années 90, a écouté mon histoire sur Antoine et ma famille. Elle a secoué la tête, tu ne leur dois rien, Émilie. Personne n'a le droit de te faire sentir coupable de t'être débrouillé seule. Je savais qu'elle avait raison, mais le savoir n'engourdissait pas la piqûre que je ressentais chaque fois que je voyais un message de ma mère apparaître. Antoine veut lancer une nouvelle entreprise. Nous pensons que tu pourrais l'aider avec un peu d'argent de démarrage. J'avais hésité. Avant, j'avais cédé et transféré 500 € juste pour éviter les tracas. Mais les messages sont devenus plus fréquents, le ton plus exigeant, puis est arrivée une demande que je n'avais jamais vue venir, quelque chose de si scandaleux que ça semblait presque une blague, mais pour eux, c'était juste, parce que tu es de la famille. J'ai signé le contrat pour le Pantouse par un après-midi doucement ensoleillé à la mi-avril, le jour exact marquant les 3 ans depuis ma promotion chez Innovatech. Perché au 38e étage d'une tour de verre dans le centre-ville de Grenoble, l'appartement s'étendait sur plus de 180 mètres carrés, avec de hauts plafonds, des parquets en chêne blanc et des fenêtres du sol au plafond donnant sur les Alpes enneigées. Il m'a fallu près de 7 ans d'économie juste pour me permettre la compte. Pas de prêt de quiconque, pas un seul euro de mes parents. Chaque centime dans cette maison venait de nuit passée à débuguer jusqu'au lever du soleil, de vacances annulées pour respecter les délais de projet, et de centaines d'heures supplémentaires que personne ne m'avait demandé de faire. Le jour de l'emménagement, je me suis tenu dans le salon vide, regardant la lumière de l'après-midi se répandre sur l'îlot de cuisine en marbre, et j'ai pleuré. Non pas par épuisement, mais parce que pour la première fois de ma vie, je possédais quelque chose qui était entièrement à moi. Aucune permission nécessaire, aucun partage requis. Je ne me suis pas pressé de le dire à ma famille. Mes réalisations avaient toujours été accueillies soit par du sarcasme, soit par un silence inconfortable. Mais Claire, ma collègue la plus proche, était différente. Elle est arrivée avec 2 bouteilles de vin blanc et un bouquet de tournesol, qu'elle a placé juste au centre de ma cuisine, à Émilie, la femme qui a réalisé son rêve sans que personne ne tienne le volant pour elle. J'ai souri, mais quelque part au fond de moi, un sentiment étrange persistait, comme si je venais d'entrer dans un monde auquel je n'étais pas censé appartenir. 3 semaines plus tard, j'ai invité ma famille à dîner pour leur montrer le nouvel endroit. Je voulais encore, juste une fois, voir ma mère me regarder avec une fierté sincère. J'avais préparé le rôti glacé aux myrtilles qu'elle aimait tant, et fait les gaufres à la cannelle que mon père mangeait toujours le week-end. Quant à Antoine, j'ai acheté la marque exacte de bière artisanale dont il parlait constamment en ligne. Ils sont arrivés avec près d'1 heure de retard.
Ma mère est entrée, a regardé l'appartement et a dit, les frais de gestion de l'immeuble doivent être élevés, hein. Mon père n'a pas offert de félicitations. Il a juste demandé, es-tu sûr de pouvoir gérer l'hypothèque? Le marché n'a pas l'air formidable. Antoine s'est promené, ouvrant les placards sans demander, puis a marmonné froidement, c'est bien, un peu solitaire quand même, hein? Personne d'autre ne vit ici? Je suis restée silencieuse, j'ai mis la table, me forçant à sourire, essayant de m'accrocher à la plus faible lueur d'espoir. Pendant le dîner, la conversation a presque entièrement tourné autour d'Antoine qui décrochait une place dans une start-up, une qu'il espérait ne pas être contrainte par des structures d'entreprise rigides. Ma mère a dit cela 3 fois. Mon père hochait la tête à chaque fois, comme s'il discutait d'un génie non découvert. J'ai mentionné doucement que j'avais été invité à diriger un projet de ville intelligente ici à Grenoble. Ma mère a simplement dit « MHM », puis a dévié pour parler de la recherche d'un nouvel appartement pour Antoine parce que ça devient un peu étroit de vivre avec nous. Après le dîner, je me suis tenu à l'évier pour faire la vaisselle quand j'ai entendu Antoine sortir sur le balcon et dire fort dans son téléphone « Ouais, ma petite sœur vit comme ça, pantouse et tout. Elle a vraiment eu de la chance. » J'ai rincé mes mains et je suis resté immobile devant l'évier. Quelque chose s'est brisé en moi. Après cette nuit, je ne les ai plus invités. Mais ensuite, ils ont commencé à apparaître d'eux-mêmes. La semaine suivante, ma mère a appelé, la voix douce comme du miel, et ma chérie, ton père et moi pensions passer ce week-end pour vérifier ce robinet qui fuit dont tu as parlé. Je n'avais jamais mentionné de robinet. Ensuite, Antoine a appelé, et, je suis dans le centre-ville, je me suis dit que je passerais prendre un café chez toi. Sauf qu'il n'a pas demandé, il l'a juste annoncé et s'est montré 15 minutes plus tard. C'est là que j'ai commencé à réaliser que ce Pantouse n'était plus seulement mon rêve. Pour eux, c'était devenu autre chose, une ressource à exploiter. Un après-midi, pendant une réunion à distance avec un client, ma sonnette a sonné sans arrêt. J'ai jeté un coup d'œil à la caméra de sécurité, ils étaient là, mes parents et Antoine, chacun tenant un grand sac de voyage, comme s'ils emménageaient. Depuis cette soirée dîner chez moi, les appels et les messages ont commencé à affluer. Mais pas pour prendre de mes nouvelles. Ils ont progressivement pris un ton familier, des allusions subtiles, des suggestions chargées, et des phrases répétées conçues pour me faire sentir que je leur devais quelque chose. Un lundi matin, alors que je me préparais pour une présentation avec le directeur général sur un nouveau projet, ma mère a appelé. Sa voix était douce mais urgente, « Émilie, je sais que tu es occupée, mais Antoine, il traverse une période difficile. » Je l'ai mise sur haut-parleur tout en ajustant mes diapositives. A-t-il encore quitté son emploi? Pas exactement. L'entreprise a eu des changements de personnel et il ne s'alignait plus avec sa vision créative. Point. Cela ressemblait exactement à ce qu'elle avait dit la dernière fois, et la fois d'avant. Elle a fait une pause, puis a ajouté, « Tu as un appartement si spacieux, et ce bureau, je pensais que si Antoine emménageait pour un petit moment, peut-être te sentirais-tu moins seul, et je me sentirais plus tranquille. » J'ai figé devant l'écran. L'air dans la pièce s'est épaissi. Maman, c'est mon bureau de travail et j'ai besoin de mon propre espace. Pourquoi es-tu si égoïste, Émilie? Son ton a baissé, dégoulinant de déception. Tu vis seule. Qu'y a-t-il de si difficile à partager avec ton propre frère? Je n'ai pas répondu tout de suite. En arrière-plan, j'ai entendu mon père intervenir, juste 6 mois, juste pour l'aider à se remettre sur pied. 6 mois, ai-je pensé. Avec Antoine, temporaire a toujours signifié indéfini. Moins de 3 jours plus tard, j'ai reçu un email d'Antoine. Non pas pour s'excuser d'avoir été impoli l'autre soir, ni pour me remercier d'avoir accueilli la famille, mais avec une feuille de calcul Excel intitulée « Budget de lancement de start-up ». Elle incluait la location d'équipements de tournage, les coûts marketing, et même un logement temporaire dans un lieu de soutien, ce qui signifiait clairement mon appartement. Je suis restée silencieuse, je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, il a envoyé un SMS, « Émilie, j'ai besoin de 700 € pour couvrir ma facture de carte de crédit. La banque menace de geler mon compte. » Je n'allais pas répondre, mais comme d'habitude, j'ai cédé. J'ai transféré 400 € avec une note, dernière fois. Ma mère a appelé le lendemain même, « Je ne veux pas te déranger, mais Antoine vient d'être rejeté d'un autre entretien. Il est tellement abattu, il n'a pas mangé de la journée. Pourrais-tu passer? Peut-être apporter certains de ses plats préférés? Je ne suis pas disponible, maman. Tu as tellement changé.
À ce moment-là, je me suis senti suffoqué. C'étaient les mêmes personnes qui n'étaient pas venues à ma remise de diplôme, qui ne m'avaient jamais demandé de mes nouvelles quand j'étais malade au lit pendant une semaine, et qui maintenant agissaient comme si j'étais responsable de chacun des échecs d'Antoine. Un après-midi, après une série de réunions consécutives, je suis rentré chez moi et j'ai déverrouillé la porte, pour m'arrêter net. Antoine était assis sur mon canapé, les pieds sur la table, regardant la télévision. Je ne pouvais pas réaliser ce qui se passait. « Et, tu es de retour ?» Maman m'a donné une clé de rechange la dernière fois que je suis passé prendre mes affaires. « Qu'est-ce que tu fais chez moi ?» Je me détends. « Ton appartement a une super clim. Quand as-tu eu une clé ? » La semaine dernière. Maman a dit que si tu n'ouvrais pas la porte, il fallait juste la prendre. Je veux dire, c'est la maison de la famille. Tout le monde devrait pouvoir y rester. Je tremblais, non pas de peur, mais de rage. Chaque centimètre de cette maison avait été construit avec mon sang, ma sueur, mon temps et ma solitude, et maintenant il l'a traité comme un Airbnb communautaire. Je me suis tenu au milieu de mon salon, sentant tout ce pourquoi j'avais travaillé se faire lentement violer. Et au fond de moi, une voix claire s'est élevée, si je n'arrêtais pas ça, il prendrait tout. Je suis entré dans ma chambre et j'ai fermé la porte. J'avais besoin de réfléchir. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir car la question continuait à résonner dans mon esprit, qu'est-ce qu'ils vont demander ensuite ? La fête du 35e anniversaire d'Antoine a eu lieu chez ma cousine Sophie, dans la banlieue sud de Saint-Martin-le-Vieux. Ma mère a envoyé l'invitation par SMS, la terminant par « Toute la famille a quelque chose d'important à discuter ». Je n'aimais pas la façon dont elle disait de toute la famille, comme si je n'étais qu'un accessoire. Mais j'ai gardé le rendez-vous, en partie parce que je ne voulais pas qu'on me traite de celle qui abandonnait son sang, et en partie parce que je voulais savoir ce qu'il prévoyait. J'ai choisi une longue robe bleu marine, simple et modeste. J'ai laissé mes cheveux lâches et me suis maquillé légèrement, ne voulant pas entendre un mot de plus sur le fait que je m'habillais comme une citadine pour me montrer. Mon cadeau pour Antoine était une enceinte Bluetooth haut de gamme, quelque chose qu'il avait mentionné en passant une nuit. Quand je suis arrivé, presque tout le monde était déjà là. La maison était pleine de ballons et de rires bruyants. Ma mère est sortie de la cuisine, m'a regardé et a détourné les yeux sans un mot. Mon père était plongé dans une conversation avec un vieil ami, n'a jamais levé la tête. Antoine était dans le jardin, riant avec deux de ses potes, une bouteille de bière à la main. J'ai posé le cadeau sur la table, j'ai fait un signe de tête à quelques parents, puis j'ai trouvé un coin tranquille près du barbecue. Quelques minutes plus tard, ma mère a appelé tout le monde à table, sa voix perchée inhabituellement haut. « Très bien tout le monde, asseyons-nous. Nous avons quelque chose d'important à convenir après le dîner. » Premier signe matinal. Le dîner passa rapidement. Le plat principal était du bœuf grillé à la provençale, le préféré d'Antoine. Personne n'a demandé comment j'allais. Toutes les conversations tournaient autour de ce qu'Antoine avait essayé, était sur le point de faire ou envisageait. Ma mère a raconté sa récente participation à un séminaire en ligne sur les startups avec une telle fierté, comme si c'était une réussite révolutionnaire. Après le repas, tout le monde s'est rassemblé dans le salon. Antoine était assis au centre du canapé, se frottant les genoux comme s'il était sur le point de faire un discours. Ma mère s'est levée et s'est raclé la gorge. Tout d'abord, merci à tous d'être venus célébrer, mais aujourd'hui, outre l'anniversaire d'Antoine, il y a quelque chose de très important à discuter. J'ai senti mon dos se raidir. Claire m'avait prévenu une fois, quand une personne contrôlante commence à utiliser le mot important au lieu de juste demander, prépare-toi. Ma mère s'est tournée vers moi, souriant de ce sourire que je détestais le plus, et a parlé lentement, Émilie, tu as un grand appartement et tu vis seule. Antoine a vraiment besoin d'un endroit pour se stabiliser. Ton père et moi pensons qu'il est temps qu'il emménage avec toi. Personne n'a ri, personne n'a semblé surpris. J'étais la seule à ne pas avoir été prévenue à l'avance. Je me suis redressé, essayant de garder ma voix égale, non, je vous l'ai déjà dit, maman. C'est mon espace personnel, je ne suis pas disposé à le partager. Tu es sa sœur, a-t-elle gardé un ton doux. La famille devrait savoir faire des sacrifices les uns pour les autres. J'ai regardé autour de la pièce. Des visages familiers me regardaient, certains curieux, certains froids. Personne n'a parlé pour moi. Antoine a ricané, Émilie, personne ne te demande de me donner ta place. Juste d'y squatter un moment. Tu ne galères pas vraiment, n'est-ce pas?
Tu as squatté chez maman et papa pendant plus d'une décennie. Maintenant tu veux aussi emménager chez moi. La pièce est devenue silencieuse. Les yeux de ma mère se sont aiguisés. Émilie, sa voix siffla. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es devenue égoïste, après tout ce que cette famille a fait pour toi. Je me suis levé. Qu'est-ce que la famille a fait exactement? Personne n'a payé un centime pour mon université. Personne n'est venu quand j'ai obtenu mon diplôme. Mais maintenant, vous vous attendez à ce que je partage tout ce pour quoi j'ai travaillé. Ma mère a fait un pas vers moi. Mon père est resté assis, silencieux. Les parents ont commencé à murmurer et à reculer. Antoine m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, comme si j'étais le dernier obstacle sur son chemin. Sa gifle a atterri de plein fouet sur ma joue. Une brûlure cuisante s'est répandue instantanément. Tout s'est figé. Un long silence pesant. Personne n'a crié, personne n'a bougé, personne ne m'a protégé. Je me suis tourné pour faire face à ma mère. Sa respiration était lourde, ses yeux flamboyaient. Tu regretteras ton attitude ce soir. J'ai regardé chaque personne dans cette pièce. Mon père a détourné le regard. Sophie fixait le sol. Antoine a croisé les bras, impassible. J'ai pris mon sac, j'ai reculé. Avant d'atteindre la porte, j'ai dit, non, je ne regretterai pas cela. Mais vous tous, vous le regretterez. J'ai fermé la porte derrière moi, je suis sorti dans la nuit et je n'ai pas regardé en arrière. J'ai conduit en silence jusqu'à la maison. Mes joues brûlaient encore de la gifle, mais ce qui faisait le plus mal, c'était le silence. Pas une seule personne n'avait parlé pour moi, pas un seul regard de surprise ou de désapprobation. Cette gifle ne venait pas seulement de ma mère. C'était une déclaration collective que je n'étais jamais quelqu'un qui valait la peine d'être défendu. Au moment où je me suis garé dans le parking sous mon immeuble, mes mains tremblaient encore. Je suis resté dans la voiture pendant près de 10 minutes, prenant de profondes respirations. Pour la première fois depuis des années, je me sentais comme une adolescente de 15 ans réprimandée. Sauf que maintenant, j'étais assez âgé pour ne jamais laisser cela se reproduire. Je suis entré dans mon appartement, le seul endroit que je contrôlais vraiment. J'ai versé un verre d'eau et posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine. Il s'est allumé sans arrêt, « Émilie, je suis très déçu par toi. C'est ainsi qu'une fille devrait se comporter? Antoine a dit que tu as embarrassé tout le monde. La famille, c'est pardonner et endurer, pas s'en aller. » Je n'ai pas lu plus loin. J'ai bloqué chaque numéro un par un, avec un calme qui semblait glacial. Puis j'ai ouvert mes emails et j'ai pris un rendez-vous d'urgence avec l'avocat d'entreprise qui m'avait aidé une fois avec l'accord de confidentialité d'Innovatech. L'après-midi suivant, j'étais assise dans le bureau de Sophie Martin avec des messages imprimés, des captures d'écran de la caméra de sécurité de mon appartement montrant les visites inopinées de mes parents et d'Antoine, et un compte rendu écrit de la gifle devant témoin. Sophie a levé les yeux après avoir tout lu, « Émilie, ce ne sera pas facile à entendre, mais c'est un schéma de harcèlement émotionnel et d'abus. Est-ce que ça compte toujours comme du harcèlement si ça vient de la famille? La loi n'excuse pas les proches quand le comportement dépasse les limites légales. Et selon la loi française, cette gifle constitue une agression physique mineure. » J'ai dégluti difficilement. Sophie a continué, « Je vais préparer un document formel, une ordonnance d'interdiction de contact, incluant un avis d'interdiction d'entrée sur votre propriété pour votre domicile et votre lieu de travail, avec un avertissement de poursuite judiciaire si le harcèlement continue. Nous avons convenu de l'appeler une demande de respect des limites personnelles. » Après la réunion, je ne suis pas rentré tout de suite. J'ai conduit sans but sur les petites routes autour du lac d'Annecy. L'automne était arrivé, et les arbres brillaient d'ambre et d'or. C'était à couper le souffle, mais je ne ressentais rien, comme si toutes les couleurs en moi avaient été déchirées. Ce soir-là, j'ai visité un vieux site web que j'avais mis en favori à l'université, un répertoire de thérapeutes agréés en région Rhône-Alpes. J'ai choisi le docteur Juliette Lefebvre, qui était spécialisée dans les traumatismes familiaux et le syndrome du bouc émissaire, lorsqu'un membre de la famille est désigné comme le problème dans un système malsain. Une semaine plus tard, j'ai eu ma première séance. La salle de thérapie était dans un confortable bâtiment en briques rouges près du quartier de l'Île Verte, avec un éclairage doux et un fauteuil couleur crème. Le docteur Lefebvre a écouté pendant toute la séance de 50 minutes sans m'interrompre. Quand j'ai finalement arrêté parce que je ne pouvais plus continuer, elle m'a demandé doucement, « Émilie, êtes-vous consciente que vous venez de décrire un système familial émotionnellement abusif tel que décrit dans les manuels ?
Je pensais juste que j'étais faible d'être la seule à toujours me sentir en colère et fatiguée. Non, vous êtes la seule capable de sentir que quelque chose ne va pas profondément. Je suis resté figé, non pas parce que j'étais choqué, mais parce que quelqu'un avait enfin dit ce que je soupçonnais depuis 20 ans. À partir de cette nuit-là, j'ai commencé à écrire dans un journal chaque soir. Non pas pour attribuer des torts, mais pour voir clairement ce que j'avais longtemps accepté comme normal, qu'on s'attendait à ce que je donne sans rien demander en retour, qu'il ne m'était pas permis de me sentir fatigué, que chaque succès de ma part était perçu comme une menace au statut d'Antoine. 2 semaines plus tard, j'ai scotché des copies de la lettre de Sophie sur ma porte d'entrée et dans l'ascenseur au 38e étage, celui menant à Montpentouse. Le personnel de l'immeuble avait été informé, quiconque essayant de me joindre sans rendez-vous serait renvoyé, et la sécurité serait appelée si nécessaire. 3 jours plus tard, Antoine s'est présenté. Il a dit à la réception que j'avais oublié des documents importants. Les caméras l'ont filmé s'en allant en trombe quand l'accès lui a été refusé. J'ai sauvegardé les images sur mon disque dur personnel. Cette nuit-là, je ne me suis pas sentie triomphante, mais je me suis sentie tranquille. Plus de coups frappés à la porte, plus d'appels. J'ai choisi le Verdon Vert, un restaurant à la limite de la tronche où des lumières jaunes chaudes se reflétaient sur les murs de briques apparentes, créant une atmosphère à la fois confortable et posée, parfaite pour une conversation sans laisser de place aux explosions émotionnelles. J'ai réservé une salle privée et informé le gérant que si les choses dégénéraient, le personnel était autorisé à entrer sous prétexte de vérifier le service. Je suis arrivé 20 minutes en avance. J'ai apporté 3 copies imprimées d'un document, papier épais, agrafé dans des chemises noires. Le contenu était concis, direct, des limites personnelles qui n'étaient plus négociables. La première phrase disait « Je ne vous bannis pas de ma vie, mais je déciderai de la place que vous y occupez. » Mes parents sont arrivés à l'heure. Papa portait une chemise blanche boutonnée, sa cravate défaite, évitant mon regard. Maman serrait son sac à main, les lèvres serrées, marchant comme si elle se préparait à une audience au tribunal. Antoine s'est pointé 10 minutes en retard, en sweat à capuche et jogging, les mains dans les poches, le visage sans excuse. Je me suis levé et les ai accueillis. Personne ne m'a serré la main. C'était bien, je ne m'y attendais plus. Une fois que le serveur a versé de l'eau et est parti, j'ai parlé la première, je vous ai invité ici aujourd'hui pour clarifier quelques points. Ce n'est pas un dîner d'excuses, et il ne s'agit pas de rattraper le coup. Il s'agit d'établir quelque chose qui aurait dû exister il y a longtemps, des limites. Ma mère a ricané, des limites avec les gens qui t'ont donné naissance et t'ont élevé. Je n'ai rien dit. J'ai ouvert la chemise et placé une copie devant chacun d'eux. Antoine a feuilleté le sien pendant 2 lignes et a laissé échapper un ricanement, qu'est-ce que c'est que ça ? Un contrat de location ? Je l'ai regardé droit dans les yeux, si c'est ainsi que tu le vois, alors tu dois vraiment le lire attentivement. Mon père a essayé de garder sa voix neutre, ma chérie, je sais que tu es contrariée, mais n'est-ce pas un peu excessif ? Non. Parce que quand maman m'a giflé devant toute la famille élargie et que personne n'a dit un mot, j'ai réalisé que ce n'était plus un espace sûr. La table est devenue silencieuse. J'ai continué, il y a 5 points dans ce document. 1. Personne n'est autorisé chez moi ou sur mon lieu de travail sans mon consentement. 2. Il n'y aura plus de demande financière sous quelque forme que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. 3. Personne ne peut parler en mon nom, répandre de fausses informations ou déformer l'histoire de ma vie en ligne ou auprès des proches. 4. Toute communication, si elle a lieu, doit être respectueuse. Pas de comportement contrôlant, pas de critique. 5. Si l'un de ces points est violé, je couperai tout contact pendant au moins 6 mois. Antoine a souri narquoisement, qu'est-ce que tu es ? Une avocate maintenant ? Ça ressemble à un accord de divorce. Mieux vaut ça que d'être étouffé dans quelque chose qu'on appelle famille où personne ne montre de respect. Ma mère a claqué la paume sur la table, tu déshonores cette famille. Quand es-tu devenue si froide et ingrate ? Je suis resté immobile. À partir du moment où j'ai réalisé que personne dans cette famille ne m'a jamais demandé « Est-ce que tu vas bien ? Es-tu heureuse ?» Il demandait seulement « Que peux-tu nous donner ?» Mon père a baissé la tête. Ma mère s'est levée brusquement, a déchiré le papier en 2 et l'a jeté par terre. Si tu penses que vivre seul dans ce pantouse fait de toi une gagnante, alors vas-y et vis. Mais ne pleure pas quand tu seras vieille et que tu ne trouveras personne à tes côtés. J'ai ramassé le papier déchiré, les plier et les glisser dans mon sac. Je n'ai pas besoin d'une famille qui ne fait que me tirer vers le bas pour rester au sommet. Antoine a marmonné alors que je me levais,
bien sûr, tu as réussi maintenant, mais tu es toujours la même intello insignifiante dont personne ne se souciait au lycée. Je l'ai regardé pendant un long moment, et toi, tu as toujours 35 ans et tu comptes sur quelqu'un d'autre pour payer ton loyer. Je suis sorti de la pièce sans regarder en arrière. Les lumières de la ville brillaient toujours dehors. Personne dans le restaurant ne m'a remarqué, une femme marchant avec détermination, une chemise à la main, laissant derrière elle un héritage appelé famille de sang et qui ne portait plus la signification de l'amour. Cet hiver-là, Grenoble a accueilli la neige tôt. Mon Penthouse baignait dans une lumière blanche éclatante chaque matin, étrangement silencieux. Plus de sonnettes surprises, plus de SMS de minuit disant que les affaires de famille étaient importantes. Le silence, après tout, était devenu le cadeau que je m'étais fait. J'ai commencé à réarranger les choses dans l'appartement. Mon bureau est devenu un atelier d'art. Non pas parce que j'étais doué en peinture, mais parce que j'avais besoin d'un espace où les résultats n'avaient pas d'importance. Les murs étaient couverts de croquis désordonnés, chaque trait un rappel que j'avais cessé de laisser les autres me définir. Claire, la collègue que j'avais invitée à ma pendaison de crémaillère, a été la première à remarquer que quelque chose avait changé. « Émilie, tu n'es plus sur tes gardes. Tu sembles en paix. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri. Parfois, la paix n'a pas besoin d'être déclarée. J'ai rejoint un cours de yoga le samedi et me suis lié d'amitié avec un petit groupe de femmes dans la trentaine. Assez mûres pour ne pas juger, assez ouvertes pour vraiment écouter. Autour d'un café printanier, j'ai brièvement partagé mon histoire. Une femme nommée Florence a posé doucement sa main sur mon épaule et a dit « J'ai vécu quelque chose de similaire. J'ai perdu ma mère, mais je me suis trouvé. » Pour la première fois, je ne me suis pas senti là et bizarre à table. 3 mois après cette réunion au Verdon Vert, j'ai reçu un email de papa. Ce n'était pas long, juste quelques courtes lignes, j'ai lu sur le rôle d'un père dans une famille. Je ne t'ai jamais vraiment comprise. Mais si tu es ouverte à cela, j'aimerais recommencer, en tant que quelqu'un qui a eu tort et qui veut apprendre à faire mieux. Je l'ai lu et relu, peut-être 10 fois. Je n'étais pas sûre d'être émue ou prudente, mais j'ai répondu. J'ai accepté de le rencontrer dans un petit restaurant pour le petit déjeuner près du quartier de l'Île Verte, un lieu public, assez sûr, assez chaleureux. Papa est arrivé à l'heure. Il n'a pas amené maman. Il n'a pas offert d'excuses. Il n'a pas dit « oublions le passé ». Il a juste parlé de la façon dont il avait commencé à nettoyer sa propre cuisine, à faire sa propre lessive, et à voir un thérapeute. Après ce dîner, je ne t'ai jamais défendu. Et je suis désolé. Je ne lui ai pas pardonné tout de suite. Mais je lui ai donné une chance, et pour la première fois de ma vie, il a écouté sans m'interrompre. Quant à Antoine, des nouvelles me sont parvenues par l'intermédiaire de l'un de ses anciens camarades de classe. Après que mes parents ont coupé le soutien financier, Antoine a dû déménager et partager un appartement avec 2 étrangers à Échirolles. Il travaillait à temps partiel dans un atelier de réparation automobile. Pas un travail créatif, pas un rêve de start-up, mais du vrai labeur. Je n'ai pas ri en entendant cela. Je ne me suis pas senti vengé. Juste un sentiment tranquille, comme de regarder quelqu'un toucher enfin terre après être tombé si longtemps. Ma mère est toujours silencieuse, toujours aucune reconnaissance de faute. Je l'ai bloquée pour qu'elle ne puisse pas me contacter, mais parfois papa me dit qu'elle reste assise près de la fenêtre à la maison, regardant les enfants du quartier jouer, comme une étrangère au monde. Je n'attends plus rien d'elle maintenant. Plus d'espoir, plus de ressentiment. Parce que tout le monde n'a pas le courage de guérir. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais ceci, à partir de maintenant, c'est moi qui décide qui entre dans ma vie. Et ils devront entrer avec gentillesse. Un soir de début d'été, j'ai organisé un petit dîner à la maison, invitant mes nouvelles amies et Claire. Nous nous sommes assises sur le balcon, regardant le coucher de soleil derrière les Alpes, vin rouge à la main, rire doux dans la brise. Florence a penché la tête vers moi, « Si tu pouvais revenir en arrière, voudrais-tu que quelque chose soit différent ?» J'ai secoué la tête, non. Parce que sans ces pertes, je n'aurais jamais su ce que ressent la plénitude. Et alors que je regardais autour de l'appartement, autrefois un champ de bataille, maintenant un vrai foyer, j'ai enfin compris, la famille n'est pas définie par le sang. Elle est définie par l'endroit où personne n'utilise l'amour comme levier pour te faire oublier ta valeur. L'histoire d'Émilie est un puissant rappel que les liens du sang ne devraient jamais être utilisés comme une licence pour le contrôle ou l'abus. La paix ne vient pas du fait de plaire à tout le monde dans sa famille.
Elle vient du courage de protéger ses propres limites. Dans une société où le devoir filial est encore fortement idéalisé, Émilie a prouvé que le véritable amour doit s'accompagner de respect, et parfois, construire une vie saine signifie laisser partir des relations toxiques, même si elles partagent votre nom de famille. Quelles sont vos réflexions sur le parcours d'Émilie et les limites qu'elle a fixées avec sa famille? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires de vie sincères sur la famille et la liberté.